Bon, eh bien, bonjour à tous et à tous. Je suis Julien Bergounou, rédacteur en chef de l'usine digitale. Cette table ronde va porter sur le secteur financier à l'heure du quantique. Et nous avons de très beaux noms avec nous aujourd'hui. Olivier Tenot, qui est partenaire chez Contonation. Alain Chancet, qui est advisor chez Quantfi. Et Ali El Hamidi, qui est député Head Financing and Funding Solutions au Crédit Agricole. Bon, ça, il a fallu que je lise l'intitulé, c'est un peu compliqué. C'est vrai. Et donc, nous allons parler de ce qui se fait en France, de ce qu'il faut faire en France, de ce qui se fait à l'international, des cas d'usage, en particulier adaptés à la finance. Alors, Olivier, peut-être pour commencer, on a tendance à penser que le quantique, c'est quelque chose de lointain, c'est compliqué, on ne sait pas si ça va fonctionner, mais en fait, il y a des applications qui vont arriver déjà à court terme, d'ici 3-5 ans dans la finance. Est-ce que tu peux nous détailler un peu tout ça ? Oui, bonjour à tous. Alors peut-être juste avant ça, si tu me permets. Bien sûr, présentez-vous avant. Présenter Contonation. Donc je suis associé et fondateur de Contonation, qui est un fonds d'investissement dédié à l'amorçage, à l'investissement en amorçage dans les technologies quantiques. On a aujourd'hui 50 millions sous gestion, on continue à lever de l'argent et on a investi dans 15 sociétés un peu partout dans le monde qui couvrent à la fois l'informatique quantique, les communications, mais aussi tout ce qui est détecteur sensing. Et voilà. Et donc à ce titre, effectivement, on a plusieurs participations dans ce fonds qui peuvent travailler ou être amenés à travailler pour la finance et le monde de la finance. C'est le cas de deux d'entre elles, dont Amine pourra parler un peu plus, puisqu'il s'agit de Multiverse et de Pascal, qui ont entamé une collaboration avec Crédit Agricole. Voilà, donc effectivement, maintenant pour revenir à la question, ce qu'on voit effectivement, c'est que ce qu'on imaginait être des technologies avec des applications à très très long terme, au-delà des 10 ans, on se rend compte qu'on va rentrer dans une première phase qui s'appelle la phase NISC, donc c'est les Noisy Intermediate Scale Computer, et donc ce sont des ordinateurs qui ne sont pas encore parfaits, qui commettent encore beaucoup d'erreurs, mais avec lesquels on peut déjà commencer à faire quelque chose. Aujourd'hui, on a des machines qui font entre 50 et quelques 200 qubits en fonction des technologies d'ordinateur quantique. Et on estime qu'à partir de 500 ou 1000 qubits de bonne qualité, on pourra déjà traiter des problèmes d'optimisation et apporter des optimums et des solutions concrètes à des problèmes dans l'industrie. Et les deux secteurs en particulier auxquels ça s'applique le plus, c'est a priori la chimie, chimie-pharma pour tout ce qui est découverte moléculaire, et puis la finance, parce qu'il y a pas mal de sujets d'optimisation, tout ce qui est un peu intensif en termes de calcul, donc tous les scénarios Monte-Carlo, tous ces sujets d'optimisation de portefeuille. Et donc ça fait partie des premiers thèmes sur lesquels ces ordinateurs imparfaits pourront commencer à travailler et apporter quelque chose. Et là, on espère que ce sera à horizon 2 à 5 ans. 2 si on est optimiste, et puis 5, il y aura certainement des choses intéressantes à faire pour les institutions financières. Merci. Alors Alain, je vais te laisser te présenter également et peut-être tempérer aussi l'excès inverse qui peut être pour certaines personnes de se dire donc le quantique arrive très prochainement et va tout révolutionner alors que, comme Olivier vient de le dire, on est pour l'instant sur des usages assez spécifiques, des secteurs spécifiques et avec des cas d'usage bien définis, quoi. Tout à fait. Je vais me présenter en quelques minutes. Donc, je suis actionnaire de Contonation. Je suis, entre autres, advisor de Quantfi, qui est une start-up basée à Paris, dont le patron est américain. Et nos premiers clients, en fait, sont au Japon. On fait essentiellement de la recherche, pas seulement sur le calcul quantique, mais également des algorithmes hybrides et aussi simulation sur des performances, sur des ordinateurs classiques d'algorithmes quantiques. Je suis également Qiskit Advocate. J'ai participé à beaucoup de hackathons organisés notamment par IBM, ce qui me permet d'avoir une perception terrain de ce qu'on peut faire. Comme l'a dit Olivier, il ne faut pas attendre l'avènement de ce qu'on appelle l'ordinateur quantique universel à correction d'erreurs. Alors il y a un battage médiatique, hype en anglais. Il faut être vigilant, par simplification caricaturale. On dit, voilà, avec un ordinateur quantique, il va pouvoir en parallèle calculer sur un nombre de cas possibles extraordinaire, et c'est un avantage potentiellement exponentiel. Alors c'est une partie de la vérité. Ce qu'on oublie de dire, et c'est très important, c'est qu'à un moment donné, il faut faire ce qu'on appelle une mesure, et qu'à ce moment-là, l'état de superposition des qubits, il se réduit
une seule possibilité. Et donc, en fait, ce qu'on fait en pratique, on le voit dans les hackathons, c'est qu'on fait des centaines, voire des milliers de mesures. Et tout dépend si on est parvenu à faire un algorithme quantique qui joue sur ce qu'on appelle l'interférence, un peu comme en musique quand on a des sons qui sont déphasés et qui arrivent plus ou moins à s'annuler ou au contraire à se renforcer. Sous réserve qu'on ait été assez habile pour faire un tel algorithme, alors oui, on peut s'attendre à ce que quand on fait la mesure plusieurs fois en sortie, eh bien on ait le résultat escompté. Donc toute la difficulté est là. Je dirais que ceux qui composent ces algorithmes, c'est un petit nombre de personnes peut-être dans le monde. C'est un peu, si vous voulez, comme les compositeurs de musique par rapport à ceux qui jouent de la musique. Comme l'a dit Olivier, aujourd'hui, on a à notre disposition d'une part des ordinateurs quantiques bruités, mais aussi on a énormément de choix en termes de simulation. Je rappellerai qu'Atos a une offre Quantum Learning Machine. On a entendu récemment NVIDIA qui a fait une offre qui propose en version bêta une solution très performante avec leur GPU pour simuler des circuits quantiques. Donc aujourd'hui, il y a... On va y revenir après, Alain. Je vais peut-être laisser Ali présenter ce qu'il fait, juste pour rester dans le timing. Merci. Donc, moi, je travaille au Crédit Agricole CIB, donc la branche de financement d'investissement du Crédit Agricole. Et en fait, dans la finance, on a, comme vous savez sans doute, beaucoup de calculs à faire dans la partie quantitative pour le pricing des produits dérivés en particulier, les calculs de risque de portefeuille. Donc aujourd'hui, en fait, on a des méthodes qui combinent des approximations, des hypothèses simplificatrices pour arriver à faire les calculs, couplées à une capacité très importante de machines pour faire tous ces calculs-là. Ça revient à faire en fait beaucoup de simulations pour imaginer en fait l'évolution des états du monde, de l'économie, et dans chacun de ces états, voir comment va se comporter alors soit le produit dérivé pour le pricer, soit le portefeuille qu'on a déjà dans les books. Et c'est là où l'informatique quantique est intéressante, parce que en fait, c'est du parallélisme natif. En tout cas, c'est la promesse, quand on aura beaucoup de qubits de bonne qualité, comme le disait Olivier. Mais c'est des choses qu'on commence à toucher du doigt dans le cadre des expérimentations qu'on est en train de mener avec Pascal, par exemple. On arrive... Les algorithmes, et ce qu'il faut savoir, c'est que les algorithmes existent. Maintenant, l'enjeu, c'est la machine. Il faut améliorer la machine pour qu'elle puisse fonctionner sur des cas réels. Donc aujourd'hui, on est capable de la faire fonctionner sur des cas réduits, qui donnent déjà un avantage comparatif par rapport à l'informatique classique. Et donc, notre idée, c'est d'accompagner en fait cette évolution technologique dès le début, de telle sorte à ce que on comprenne déjà comment ça fonctionne, parce que c'est pas donné, tout est nouveau en fait par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, le hardware, la théorie des algorithmes en dessous. Et une bonne façon en fait de pouvoir être prêt le jour où ça sera opérationnel sur de grands cas d'usage, c'est de commencer dès que possible. Et justement, les cas d'usage aujourd'hui, c'est quoi? C'est le pricing, par exemple, la gestion du risque? Alors j'ai parlé du pricing parce que on a un certain nombre en fait de produits dérivés qu'on appelle path dependent, c'est-à-dire que dans le payoff, ce que les produits sont censés payer, soit à la banque, soit au client, dépendent en fait non pas des conditions terminales au moment où le dénouement se fait, mais toute la vie en fait du produit dérivé, de l'initiation jusqu'au paiement, au dénouement. Par exemple, calculer en fait un résultat in fine, mais sur la base d'une moyenne d'un facteur de risque sur toute la durée en fait de l'opération. Et ça nécessite des réévaluations en continu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour y arriver, il faut échantillonner en fait l'intervalle pour de façon intelligente, ne s'intéresser qu'à des moments où c'est pertinent de faire le calcul. Avec le quantum computing, on n'a pas besoin de faire ces hypothèses, on peut faire le calcul en continu sur toute la durée. Et donc, ce qui veut dire aussi d'avoir une meilleure précision dans l'évaluation du produit dérivé, pour le bien de la banque, mais aussi pour le bien du client, parce que toute l'incertitude qu'on n'est pas capable d'estimer avec les limites de la théorie et du
de la capacité de calcul actuelle, elle se transforme en quoi? Soit en un surpricing facturé au client, soit des provisions qui sont mises de côté dans le bilan de la banque, et donc un manque à gagner qui, in fine, quand on additionne en fait tous les produits, devient important. Et Olivier, Alain et Ali d'ailleurs, on a donc un avantage au niveau de la vitesse de calcul et de ce que ça produit, mais qui se répercute aussi en matière de coûts et en matière d'économie d'énergie, parce qu'on consomme moins, avoir ces énormes fermes de serveurs pour calculer tout ça. Donc est-ce qu'on peut parler un peu de l'avantage économique? Je ne sais pas lequel de vous trois veut se lancer, mais... Effectivement, on a tendance à ne mettre en valeur qu'un avantage qui est très important, bien sûr, de rapidité de calcul, potentiellement exponentielle dans certains cas. En fait, il y a quelque chose de très important aussi, c'est que le calcul quantique consomme beaucoup moins d'énergie. D'ailleurs, il y a une initiative qui s'appelle W for Climate, qui a été lancée qui vise à préparer l'avènement du calcul quantique, ne serait-ce que pour aider par rapport aux soucis qu'on a sur le réchauffement climatique. On sait aujourd'hui que si on continue comme on fait aujourd'hui, avec l'utilisation intensive de l'intelligence artificielle, il y a des serveurs, des fermes de serveurs qui consomment énormément d'énergie. Et de toute façon, aussi, on arrive aux limites en termes avec le calcul classique. Les distances entre les composants électroniques, on arrive au niveau du nanomètre, donc de l'échelle de l'atome d'hélium. De toute façon, il va falloir aller vers le quantique, pas seulement pour l'avantage évidemment très important, la promesse de rapidité de calcul, mais aussi parce que c'est une des approches possibles pour éviter de continuer à réchauffer la planète. Juste de manière très concrète, Ali mentionnait que Crédit Agricole travaille avec la société Pascal, donc qui construit un ordinateur quantique à base d'atomes. La machine Pascal consomme l'équivalent de 2 sèche-cheveux quand elle fonctionne. Donc on est très loin des gros centres de calcul très intenses qui consomment beaucoup d'électricité, qui ont besoin d'infrastructures et de raccordements spécifiques pour fonctionner. Juste un autre élément, tu as mentionné les cas d'usage dans tout ce qui est banque d'affaires. Il peut aussi y avoir des cas d'usage qui peuvent là avoir plus d'impact sur la banque de retail, et notamment il y a tout ce qui est les sujets de détection de fraude. On se rend compte que l'informatique quantique peut aussi, et certains algorithmes, être performants dans tout ce qui est détection de patterns dans des très grandes séries de données. Et donc ça fait partie aussi des cas d'usage qui peuvent être déployés assez rapidement, peut-être même avant les sujets d'optimisation. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs un cas d'usage sur lequel on travaille aussi. Mais, alors, c'est le même esprit, c'est pas pour la détection de fraude, mais c'est pour la prédiction de l'évolution négative de la qualité de crédit de nos contreparties. En réalité, en fait, le quantum computing est un formidable accélérateur pour l'entraînement des réseaux de neurones. Et les réseaux de neurones, on utilise ça justement pour aller chercher des combinaisons en grande dimension, très difficiles en fait à trouver avec la capacité de calcul qu'on a aujourd'hui. Et donc avec l'ordinateur quantique, on va chercher en fait dans ces zones vraiment très éloignées de combinaisons de facteurs. Donc c'est les problèmes de combinatoire classiques. Ça peut être utilisé pour la détection de fraude, comme ça peut être utilisé pour la détection de n'importe quel événement rare. Et dans notre cas en particulier, on finance des clients qui sont généralement de bonne qualité, très bonne qualité. Les événements de défaut de ces clients sont rares. Par exemple, ça peut arriver, alors que ce soit pour la fraude, Enron par exemple, ou pour des événements adverses avec des probabilités très faibles, qu'on n'arrive pas à simuler avec les mécanismes en fait, algorithmiques classiques, ou en tout cas calibrés classiquement sur les infocentres, enfin les centres de calcul classiques. Donc avec l'ordinateur quantique, peut-être avec des réseaux d'ordinateurs quantiques demain, on pourrait aller chercher vraiment des combinaisons qui pourraient expliquer justement ces événements très rares.
Pour revenir à ce que tu as dit, c'est intéressant que tu aies utilisé le terme d'accélérateur. Parce que pour revenir à ce que disaient Olivier et Alain au début, je pense qu'il faut voir aujourd'hui les capacités quantiques, de calcul quantique, comme des accélérateurs qui vont venir peut-être s'hybrider avec les capacités de calcul traditionnelles et pas forcément les remplacer. Olivier, c'est ce que tu vois, toi, dans les sociétés que tu investis, c'est comme ça que ça se présente ? Oui, en fait, dans les premières mises en œuvre de ces ordinateurs, en fait, c'est au sein d'architectures qu'on va dire hybrides. Et donc, les premiers ordinateurs quantiques sont utilisés dans des centres de calcul haute performance et ils sont utilisés en conjonction avec des CPU, des GPU, enfin, d'autres types de calculateurs classiques. Et on va utiliser ces processeurs quantiques, d'ailleurs parfois on parle même de processeurs quantiques plutôt que d'ordinateurs quantiques, uniquement là où ils ont un domaine de pertinence et pour accélérer certains calculs qu'ils savent mieux faire. Pour le reste, on reste sur des machines classiques. Et Alain, ça veut dire qu'il y a aussi toute une partie au niveau des outils à développer. Parce qu'aujourd'hui, on est encore très proche du métal, limite mathématique, quoi. Alors ça avance à une vitesse extraordinaire. Aujourd'hui, il y a des solutions open source prêtes à l'emploi. Google Circ, Qiskit, qui est open source, qui est sponsorisé par IBM, qui donne en fait la possibilité d'assembler des composants sans avoir à se préoccuper de ce qui est sous le capot, mais qui donne aussi la possibilité à ceux qui sont des ingénieurs qui veulent vraiment contribuer à augmenter les possibilités de ces solutions prêtes à l'emploi, qui couvrent différents domaines, aussi bien la finance que la chimie, que l'intelligence artificielle. Et donc, ça aujourd'hui, c'est extraordinaire. Et il y a un engouement, on le voit au niveau de la participation à des hackathons, qui est extraordinaire. Il y a une collaboration internationale aussi, qui fait qu'aujourd'hui, donc, il y a en fait, pour résumer, il y a des solutions prêtes à l'emploi, des algorithmes qui ne demandent qu'à chercher des challenges chez des clients, en particulier dans la finance. Alors, la finance en particulier parce qu'il y a beaucoup de cas d'usage. Il y a une richesse de cas d'usage qu'on ne trouve pas dans les autres industries. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est de faire rencontrer des personnes qui inventent de nouveaux algorithmes avec des clients qui ont des problèmes concrets. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la structure des données est extrêmement importante. Les meilleurs chercheurs, en particulier en intelligence artificielle, quantum machine learning, disent que ça dépend de la structure des données. Donc il y a vraiment une opportunité pour différentes compétences de collaborer dans des équipes pluridisciplinaires à partir de cas concrets, avec des données réelles, de voir ce qu'on peut faire de beau avec ce dont on dispose. Et il y a certainement beaucoup de choses qu'on va découvrir dans les mois, les années qui viennent. Oui, effectivement, on a tendance à se focaliser très souvent sur le progrès des machines en elles-mêmes, du hardware, faire plus de qubits, qu'ils fassent moins d'erreurs, etc. Effectivement, ce qu'il faut mentionner, c'est que depuis quelques années, une des grandes nouveautés aussi, et qui fait que l'horizon auquel ces machines deviennent pertinentes avance, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'innovation et de progrès dans tout ce qui est algorithmie. Et donc, on sait aujourd'hui résoudre certains problèmes avec des machines imparfaites, chose qu'on ne savait pas forcément faire il y a quelques années. Oui, enfin, je voulais juste rajouter que, en fait, ce nouveau domaine suscite ou révèle d'anciennes vocations au sein de la communauté des quants, par exemple, au sein des banques d'investissement. Enfin, on trouve des profils d'anciens physiciens, des PhD, etc. Et donc là, enfin, moi, je l'ai vécu il y a 2-3 ans, commencé à entendre parler en fait de l'informatique quantique. Et moi-même, je me suis intéressé au sujet. On a commencé chacun de son côté à se former. Et on s'est retrouvé à former un groupe en marge de tout ce qui est officiel au sein de la banque, juste par plaisir d'abord, jusqu'au moment où on s'est rendu compte que c'était suffisamment sérieux pour commencer à en parler à la hiérarchie et au top management. Mais quand avant de lancer le projet avec Pascal, on est allé faire une visite qui a duré plus longtemps que prévu parce qu'on a quasiment failli perdre des gens dans les laboratoires, très intéressés par toute la mécanique. Et je pense que c'est quelque chose qui n'était pas prévu à la base et qui va aussi contribuer au développement et l'accélération du développement, du moins du côté algorithmique.
Voilà, dans la finance en particulier. Pour revenir sur le projet que tu as mené au sein du Crédit Agricole, c'est intéressant cette genèse, le fait que ce soit venu vraiment du bas, des gens qui avaient un intérêt. Comment ensuite vous avez fait pour porter ça auprès de la direction et savoir le transformer en projet concret, officiel, avec des sous derrière et une volonté de la structure? Alors, c'est en réalité la conjonction de deux choses. Alors, effectivement, il y a du bottom-up, donc ce que je viens de dire. Donc, ça fait 3 ans, un peu plus même, qu'on parle de ce sujet au sein du Crédit Agricole. Alors, Crédit Agricole, c'est une banque décentralisée. Hein. Je parle principalement de la banque d'investissement, CACIB. Et en fait, il y a aussi un côté culturel au sein de Crédit Agricole CIB qui est que les gens se parlent indépendamment des organisations. Donc quand je dis le groupe de travail des gens intéressés, c'est moi à l'époque, avant de basculer sur mon job actuel, j'étais au risque. Et donc j'ai commencé à parler du sujet avec des personnes de l'IT, des personnes des capital markets, etc. Et donc on s'est retrouvé justement à essayer de travailler sur une proposition de roadmap ou de proposition de stratégie quand on a commencé à comprendre que c'était sérieux, qu'il y avait des concurrents, notamment aux États-Unis, dans le domaine bancaire, qui commencent à recruter carrément en fait, des spécialistes. Et du coup, on a proposé au comité innovation de la DG de nous écouter une première fois, puis une deuxième fois, jusqu'à valider effectivement le principe de travailler sérieusement sur une roadmap. Donc avec un budget, avec des délais, en se donnant en fait un objectif à terme, en choisissant une date qu'on considérait comme étant la date à laquelle l'informatique quantique sera opérationnelle, grandeur nature. Et on a commencé en fait à travailler. Et alors l'autre facette de cette belle histoire, c'est Contonation, qui je ne sais pas comment ont réussi à trouver un slot dans le COMEX de CASA, du Crédit Agricole SA, et présenter justement l'informatique quantique aux membres du COMEX du groupe Crédit Agricole, dans lequel siège notre patron de la CIB, et qui est venu, du coup, en assistant à cette présentation, est revenu chez Cassis parler à son COMEX de cette présentation qu'il avait marquée. Et là, le COMEX lui répond tiens, il y a un groupe de travail au sein de la banque, en fait, je ne sais pas si tu le sais, mais qui sont venus nous parler, et ils sont sérieux, ils ont fait une roadmap, etc. Et voilà, ça s'est fait comme ça. La jonction s'est faite avec Contonation, et quelques mois plus tard, on a démarré le partenariat. C'est intéressant parce que c'est aussi de là qu'est venue cette collaboration entre vos équipes internes et les 2 startups avec lesquelles vous travaillez. Est-ce qu'il y a eu peut-être une tentation de dire non, on va tout faire en interne, ou au contraire, non, on va tout externaliser, demander à un cabinet de conseil de le faire pour nous parce que c'est compliqué? Comment vous êtes arrivé à ce choix? Alors, vous ne pouvez pas se permettre, hein, parce que on n'est pas du tout expert et la marche est trop haute. Non, on a trouvé un bon compromis, je trouve, avec Pascal et l'autre entreprise Multiverse, qui est plus sur un domaine de quantum inspired, c'est plus de l'algorithmique, inspiré de la mécanique quantique, mais utilisé sur de l'architecture classique. On n'a pas voulu faire un partenariat de type client-fournisseur. On n'a pas voulu en fait signer, missionner nos partenaires et les voir partir avec le sujet et revenir dans quelques mois avec la solution. Ça, on ne connaissait pas la culture de la maison. On ne pouvait pas non plus, comme je le disais, faire par nous-mêmes. Ça aurait pris beaucoup de temps. Donc c'est le partenariat dont on parle, c'est-à-dire un travail vraiment collaboratif. Chaque semaine, on se voit, au Webex ou en présentiel maintenant, sur les 2 projets qu'on mène avec Pascal et Multiverse. Voilà, on fait des off-site aussi de temps en temps. Voilà. L'idée, c'est qu'on arrive en fait au terme, dans quelques mois, de cette expérimentation, non seulement probablement avec un bon résultat, mais également avec une acculturation, avec une formation des collaborateurs internes. Voilà. Olivier, Ali mentionnait que ça bouge aux États-Unis, ça bouge beaucoup aux États-Unis. Où est-ce qu'on en est en France? Alors, déjà, juste pour rebondir sur ce que tu disais, on voit plusieurs approches au sein des grands établissements financiers. Il y a vraiment effectivement ceux qui ont recruté leurs propres équipes, donc des gens comme Goldman Sachs, comme JP Morgan Chase. Et là, ils ont mis sur pied une vraie équipe de 15 personnes qu'ils ont sorties de l'université,
des chercheurs de premier plan avec des PhD, des doctorants, etc., et qui développent des choses en interne. Bon, il faut avoir les moyens, il faut aller chercher les bons. Donc c'est une approche qui a été choisie par certains. Il y a effectivement une autre approche un peu plus généraliste qui a été choisie aussi par certaines banques, c'est-à-dire de travailler avec des grandes plateformes de logiciels, des sociétés qui s'appellent QCware, Zapata, et d'adjoindre en général une société de conseil pour piloter ces plateformes logicielles qui sont pas par définition moins pointues sur le métier. Et puis il y a cette troisième solution qui est également celle que Quantifi expérimente avec ses clients japonais, qui est effectivement de travailler main dans la main entre grands groupes et start-up. Et voilà, on voit qu'en fonction des établissements, ces trois approches ont pu faire l'objet de différentes démarches. Aux États-Unis, effectivement, on voit que ça accélère très fort. Si on regarde sur l'année 2021, il y a plusieurs sociétés qui ont levé des centaines de millions de dollars. Une société qui s'appelle IonQ qui a levé 650 millions de dollars, PsyQuantum 450 millions de dollars. Donc on se retrouve avec des sociétés qui sont en général des sociétés de hardware, qui ont la volonté de s'intégrer, d'avoir un modèle un peu vertical, et donc qui vont chercher à faire des acquisitions de sociétés dans le software. Et nous, on le voit directement, puisqu'on a plusieurs sociétés dans lesquelles on investit qui ont été approchées par ces gens-là pour faire l'objet d'acquisition. Donc effectivement, on a un moment où en Europe, si on veut conserver une certaine souveraineté sur ces sujets, il va falloir nous aussi qu'on arrive à doter les sociétés européennes et les belles startups européennes qui sont franchement au niveau, franchement pas en retard par rapport à ce qu'on voit ailleurs, de moyens similaires, parce que sinon, dans 2-3 ans, ça deviendra un peu compliqué. Alain, est-ce que tu peux nous parler de la différence que Quantifi voit entre la culture française et par exemple la culture japonaise? Vous travaillez au Japon sur l'adoption de ces technologies, la recherche, l'appétence. Alors, avant de venir, Quantifi, on a notre directeur scientifique qui est Johannes Schachenberger, qui est chercheur au CNRS, et il est allemand, parce qu'en fait, il travaille à Strasbourg, dans un centre européen qui est franco-allemand. Donc, je pense que c'est intéressant de le mentionner. Effectivement, il y a, au Japon, ils sont... Enfin, un certain nombre de nos clients sont enclins à investir dans le long terme dans la formation. Ils se disent, bon, il faut qu'on se forme maintenant parce que c'est un changement quand même de paradigme, hein, le calcul quantique. Quand on met les doigts dedans, on s'aperçoit que ça n'a absolument rien à voir avec le calcul classique. Et donc, donc ça, c'est ce qu'on a vu au Japon. Au Japon aussi, ils ont, raison historique, un des inventeurs du calcul qu'on appelle par simulation de recueil quantique, un quantum annealing. Et donc, ils ont eu très tôt, peut-être plus tôt qu'avant ceux qui utilisent des ordinateurs à base de portes quantiques, l'opportunité de faire du concret. Je pense un petit peu comme le Crédit Agricole. Mais la bonne nouvelle de tout ça, c'est qu'il y a une saine compétition, émulation, et qu'il n'y a pas de raison que si on s'intéresse en la finance en particulier au quantique, ce que ça peut apporter au Japon, eh bien évidemment en France en particulier, on doit s'y intéresser, ce qui est le cas. Je pense aussi qu'il y a un facteur important à prendre en compte, c'est les dépôts de brevets. Aujourd'hui, c'est en ce moment même que quand il y a des nouveaux algorithmes qui sont publiés, eh bien on s'aperçoit qu'en même temps, il y a des brevets qui sont déposés. Un des soucis, c'est que peut-être qu'en France ou en Europe, on a relativement moins de dépôts de brevets que dans d'autres pays. Après, Olivier, est-ce que nos pépites nationales ne sont pas quand même en danger de se faire racheter par les géants américains, comme ça se passe pour beaucoup d'autres secteurs? Alors, il y a eu des approches. Aujourd'hui, on a des fondateurs, donc c'est des sociétés récentes. Donc en général, l'actionnariat, les sociétés sont possédées par leurs fondateurs, qui ont, en tout cas nous, ce qu'on constate, la volonté de faire grossir leur société et de garder un ancrage français ou européen. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est une volonté qui est partagée aussi par les différentes autorités, donc le gouvernement qui a voté un plan quantique de 1,8 milliard sur les 5 prochaines années, l'Union européenne aussi qui a beaucoup d'initiatives, et donc on voit que à la fois la France et l'Europe sont prêts à mettre des moyens sur la table
que ça soit sur des sujets de subvention, des preuves de concept, des achats même de machines pour tester. Et donc on se rend compte effectivement que la volonté de conserver des acteurs à un certain degré de souveraineté est là. Si je prends l'exemple des communications quantiques, il y a différents projets d'infrastructures européens qui sont en train de se monter. Une des conditions que l'Union européenne a mis sur la table pour participer à ces appels d'offres, c'est que les gens qui répondent doivent être des sociétés européennes. Donc ça démontre bien, en tout cas, qu'on essaye de faire ce qu'il faut pour garder ces pépites et ces belles sociétés en Europe. Mais bon, là, on a vu aucune société qui a eu vraiment de difficulté à se financer dans les premières étapes, création, amorçage et même jusqu'à des séries A assez significatives de plusieurs dizaines de millions. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que pour passer la prochaine étape, il va falloir être capable de lever 150 ou 200 millions. Et donc là, ça veut dire qu'il faut derrière tout un écosystème, c'est-à-dire peut-être des investisseurs corporate stratégiques qui soient capables d'investir 50 ou 100 millions dans une société, des fonds d'investissement de plus grosse taille que le nôtre pour pouvoir suivre ces sociétés un peu plus longtemps. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut mettre en branle cet écosystème. Je voudrais juste ajouter, en fait, je ne sais pas si les gens le savent, mais en France, il y a deux domaines qui sont où on est à la pointe, les mathématiques théoriques et la physique quantique. Parce qu'on a en fait deux laboratoires, le laboratoire Kassler-Brossel à l'ENS Ulm et le laboratoire Charles Fabry suboptique sur Saclay, qui font avancer la recherche et la science. Enfin, on a 3 ou 4 prix Nobel en mécanique quantique sur les 20 dernières années. On a Alain Aspect, laboratoire Charles Fabry, qui a juste tranché un débat qui date des années 30 entre Niels Bohr et Albert Einstein. Ça serait vraiment du gâchis si, encore une fois, on se fait piquer en fait nos talents et que la transformation en solution industrielle se fasse en dehors de la France. Voilà, bon. Et du point de vue du cœur. Non, mais de toute façon, c'est vrai, merci de le dire. Et du point de vue même du Crédit Agricole, il n'y a pas aussi un intérêt stratégique à faire appel à des acteurs français plutôt que des acteurs américains ou chinois qui peuvent avoir d'autres intérêts? Alors, je vais être honnête. On n'a pas vraiment choisi quand Nation est arrivé. On connaissait déjà, bien entendu, Pascal, et on trouvait que c'était tellement génial de travailler avec eux qu'on a commencé. Mais on est ex post, on est très fiers de travailler avec une boîte française. Voilà. Donc, et c'est un petit peu également dans le cadre, c'est un des piliers du groupe Crédit Agricole, c'est un pilier sociétal où on essaye, une des raisons d'être, c'est d'accompagner en fait les développements sociétaux. Et je pense que le quantum en général, comme application de la physique quantique, qui est encore une fois ce que je disais, une spécificité française, et doit être aussi un objectif de grandes entreprises comme Crédit Agricole pour essayer de développer cet écosystème en France. Oui. D'autant qu'en plus, on parle beaucoup de calcul quantique depuis tout à l'heure, mais le quantique, ça représente aussi d'autres choses, ça peut avoir des intérêts pour d'autres secteurs. Olivier, je ne sais pas si parmi votre portfolio, vous avez des entreprises qui travaillent pour le domaine médical, les réseaux, comme on a parlé. Ouais, donc on a effectivement aussi des participations dans le domaine des communications. Donc l'idée étant que l'ordinateur quantique va être capable de hacker des communications et de casser les normes de cryptage qu'on utilise aujourd'hui, qui sont la norme RSA 2048 bits. C'est pas pour tout de suite, mais s'il faut imaginer qu'on doit commencer à sauvegarder des données et les encrypter d'une façon où elles pourront pas être cassées dans une dizaine d'années, si on doit organiser la migration, c'est-à-dire ces sujets sur lesquels il faut se préoccuper de ça tout de suite. Donc il y a des sociétés, le quantique peut être une menace du coup sur ces sujets-là, mais peut être aussi une solution. Et là, à la fois une solution hardware, on a des sociétés qui développent des échangeurs de clés quantiques pour sécuriser des communications et des envois de données dans les réseaux ou alors des données dans les serveurs. On a aussi des sociétés qui développent des algorithmes et des logiciels qu'on appelle post-quantiques. L'idée étant en fait de proposer des problèmes mathématiques pour sauvegarder les données qui seront plus compliqués à casser pour un ordinateur quantique que la factorisation de nombres premiers, qui est le problème sur lequel s'appuie le RSA. Donc effectivement, beaucoup d'applications, pas uniquement sur le calcul pour la finance, mais également dans tout ce qui est transfert de données, sécurisation
Là, bon, c'est un peu pour toutes les industries, mais ça s'appliquera en effet pour la finance. On a d'ailleurs une des sociétés du portefeuille qui s'appelle Cryptonext Security, qui est en train de travailler un projet avec la Banque de France pour sécuriser en post-quantique les connexions entre la Banque de France et ses banques adhérentes, donc notamment Crédit Agricole. Alain, est-ce qu'il n'y a pas aussi une problématique dans le développement futur de formation des jeunes ingénieurs, des doctorants, des scientifiques, et même peut-être dans la finance, à ces questions, peut-être pas forcément même de formation dans le dur, mais du moins de démocratisation du sujet auprès des jeunes générations afin de le prendre en main plus tôt? Merci. Enfin, il y a un certain nombre d'annonces qui ont été faites qu'il va y avoir, on anticipe une pénurie de compétences par rapport aux attentes des industries, notamment la finance. Et ce qu'il faut, c'est bénéficier de l'engouement, notamment auprès des jeunes. Quand je vois les participants à des hackathons qui ont 14-15 ans et qui arrivent parmi les premiers, eh bien ça veut dire que c'est une opportunité. Il n'est pas nécessaire d'avoir il est utile d'avoir des bases en mathématiques, notamment l'algèbre linéaire, les produits de matrice, les nombres complexes. Mais ça peut s'acquérir, si on est vraiment motivé, ça peut s'acquérir sur le tas. Ça permet ainsi d'avoir des personnes qui sont enthousiastes et qui sont ensuite prêtes à, je dirais, bénéficier de formations complémentaires. Parce que pour que ça ait du sens, il ne faut pas seulement avoir compris comment monter un circuit quantique, il faut avoir aussi les bases pour la finance ou dans d'autres industries pour la chimie. Et ce qu'on voit au niveau des hackathons, c'est un ensemble de participants ont la satisfaction d'arriver à avoir de bons résultats, mais ils sont frustrés parce qu'ils ne comprennent pas bien les hypothèses qui sont faites. Mais je pense qu'on peut retourner ça en leur disant, voilà, c'est l'occasion d'apprendre le côté fonctionnel, le métier de quant, à ne pas confondre avec quantique, quant comme quantitative analysis. Et donc, je pense que c'est ça qui me permet d'être vraiment optimiste, sachant que les filières sont diverses. Au Canada, par exemple, ils sont en train de réfléchir à comment faire une filière baccalauréat avec une composante calcul quantique. Je vois aussi qu'il y a beaucoup d'universités dans le nord de l'Europe où ils font une approche avec des jeux, si vous voulez. Les jeux, quantique, ça permet d'entraîner des personnes, dès leur plus jeune âge, à avoir une manière de raisonner qui leur donne ensuite des facilités pour avoir l'esprit ouvert par rapport à ce que peut faire le calcul quantique. Parce que c'est vraiment très différent. Donc on ne peut pas prendre des programmeurs classiques doués et leur dire du jour au lendemain, vous allez faire du quantique. Par contre, on peut demander à des jeunes qui ont joué à des jeux quantiques, par exemple des jeux d'échecs quantiques où il y a superposition d'états possibles, de faire ce genre d'exercice. Mais c'est stratégique. J'espère que ceux qui ont au gouvernement, il faut arriver à démocratiser, à rendre plus accessible, plus ludique probablement, les bases mathématiques pour réussir dans le calcul quantique. Olivier, vous avez fait un... Pardon. Non, je veux juste dire qu'il n'y a pas uniquement les compétences de physiciens quantiques qui manquent, mais on voit, nous, dans les sociétés, que la partie développement de l'algorithme quantique, c'est une chose, mais derrière, il faut packager ça en un produit, en un logiciel, et donc on manque aussi, on a du mal à trouver des développeurs classiques pour faire des vrais produits qui intègrent du quantique. Et ce sera la même chose pour les ordinateurs, ils sont pilotés par des contrôles électroniques, donc on a besoin de gens qui sachent faire des contrôles électroniques sur des FPGA. Et en fait, c'est aussi tout ça qui est difficile à trouver, pas uniquement les ingénieurs. Oui, en fait, on pointe du doigt le retard des écoles d'ingénieurs en réalité, parce que la filière recherche, en France, elle est plutôt productive de très bons profils. Mais effectivement, dans les écoles d'ingénieurs, je parle par expérience, parce on est en train de lancer un projet avec Centrale Supélec et qu'on a approché un peu avant la trêve estivale
pour nous accompagner dans la réflexion, un peu en marge du projet qu'on a avec Pascal. D'ailleurs, Pascal est dans cette collaboration, va être dans cette collaboration. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les différents skills, enfin les différentes compétences existent, mais ne sont pas réunies pour adresser le besoin des futurs, parce qu'il n'existe pas encore, et je pense que c'est aussi pour ça que les écoles d'ingénieurs un petit peu sont en retard, parce qu'elles attendent le besoin des industriels. Mais en tout cas, aujourd'hui, on ne trouve pas de filière ingénieur qui, justement, propose des profils avec à la fois, en tout cas pour la finance, à la fois la compétence financière, analyse financière, quantitative, mathématiques et informatique quantique. Et ce qu'on a fait, justement, on a travaillé avec 3 départements de Centrale Supélec, l'informatique, mathématiques et finance quantitative, pour avoir un groupe de travail qui puisse nous accompagner justement tout au long de cette année sur ce qu'on veut faire en marge de la collaboration avec Pascal. Peut-être que ça suscitera des vocations et des idées d'organisation au sein de au moins Centrale Supélec. On approche de la fin. Est-ce que l'assistance a des questions? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à en poser. Oui, au fond. J'avais une question justement sur les cryptocurrencies. Est-ce que le quantique peut challenger tout le processus de cryptologie d'ailleurs? Est-ce que c'est une opportunité finalement ou bien peut-être un danger ou un frein pour le développement de tout ce qui est cryptocurrency, blockchain? Alors, je vais répéter pour les gens en ligne. Quel est l'impact potentiel du quantique sur les crypto-monnaies? Alors, qui veut répondre? Je veux bien me lancer. On n'est pas tout de suite à avoir un ordinateur quantique qui va miner des crypto-monnaies. Je crois qu'on n'est pas capable d'avoir la capacité de calcul sans erreur pour mettre en œuvre ces types de calculs et d'algorithmes. En revanche, ce qui existe déjà, c'est la possibilité de travailler sur la protection des crypto-monnaies. Et là, il y a différentes sociétés qui se positionnent sur ce sujet. Cryptonext, dont je parlais tout à l'heure avec son projet pour la Banque de France, travaille également pour une fondation, la fondation Ethereum, de façon à travailler sur la sécurisation de la blockchain qui aboutit à produire et conserver les crypto-monnaies. Il y a aussi, on a vu pas mal de sociétés qui travaillent, et notamment une société en Suisse, qui travaille sur la sécurisation des comptes. Parce que si on se fait piller ces crypto-monnaies, on ne peut plus récupérer derrière. Donc il y a effectivement des sujets de sécurité. Ça, c'est pour les sujets les plus court terme. On peut imaginer que le quantique aura un rôle à jouer dans le futur dans les crypto-monnaies pour le minage également, mais on n'y est pas encore. Est-ce qu'on a une autre question? Ou Alain, tu veux rebondir? Ouais. J'ai une question auquel vous n'avez pas répondu, il me semble, une question de base, c'est l'informatique quantique, on va aboutir, ou on est encore dans un moment où on se dit, moi quand j'entends vulgarisation simple, les débats autour de l'informatique quantique, on dit on n'est pas encore sûr que ces ordinateurs soient fiables et qu'on pourra en faire une exploitation quotidienne cohérente et suffisante. Donc est-ce qu'on est sûr aujourd'hui qu'on va aboutir à une informatique quantique comme on a aujourd'hui une informatique classique? Alors, je répète la question à nouveau. Où en est-on du développement de l'informatique quantique et des calculateurs quantiques? Est-ce qu'on arrivera à un niveau de maturité suffisant pour avoir des cas d'usage réels dans l'industrie, la finance et ailleurs? Le premier élément de réponse, c'est qu'on n'est plus dans des sujets de recherche. C'est-à-dire la recherche, elle est derrière, hein, c'est ce que mentionnait Ali. C'est ce qu'ont fait les labos de recherche depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et même plus. On est dans des sujets d'ingénierie. Donc le sujet, c'est comment je fais passer une manip de physique qui fait la moitié de cette salle à un ordinateur qui tient dans un rack, qu'on livre dans un data center ou qu'on met à disposition sur le cloud. Et là-dessus, on voit que les progrès sont assez rapides, à la fois sur le nombre de qubits. Alors c'est une voie pour les rendre utiles. C'est que même s'ils ne sont pas parfaits, plus on en a, plus on est capable de mettre de l'overhead et de faire des choses utiles. La deuxième voie, c'est de fiabiliser ces qubits. Et là aussi, on a déjà beaucoup de solutions techniques. Donc après, il faut le temps de l'ingénierie pour les développer. Mais on est sur des horizons de temps qui commencent vraiment à être quelque chose de palpable. Et on n'a pas rencontré, nous, dans toutes les sociétés qu'on voit régulièrement, de sociétés qui nous disent « je ne sais pas comment faire ». C'est-à-dire, on a
la roadmap technologique, on connaît les principes qu'il faut appliquer. Et après, évidemment, il y aura des difficultés. Ce sera peut-être plus difficile que prévu. Ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais on voit comment faire. La question derrière, c'est de le mettre en œuvre. C'est peut-être de développer les composants qui n'existent pas encore, mais qui permettront d'accélérer certaines phases ou de débloquer certains goulets d'étranglement. C'est, en ce qui concerne Pascal, avoir des lasers d'une puissance plus importante pour pouvoir mieux adresser individuellement les atomes. Mais bon, tout ça, ce sont plutôt des sujets d'ingénierie que des vrais blocages fondamentaux liés à la physique quantique. Oui, je suis d'accord avec effectivement cette réponse. Il y a bien entendu un débat quand on regarde sur Internet, voilà. Mais quand même, les optimistes sont beaucoup plus nombreux que les pessimistes. Moi, je fais partie des optimistes forcément. Et je vais vous dire pourquoi. Pour deux raisons. Je vois les montants d'investissement publics et privés dans le domaine. Je me dis, bon, quand même, c'est des gens qui placent quand même leur argent. Il y a des raisons d'optimisme. Et puis, quand vous donnez de l'argent à des gens extrêmement brillants, il faut s'attendre quand même à des résultats. Peut-être pas aussi rapidement qu'on l'espère, peut-être pas tout ce qu'on espère aujourd'hui ou on va, mais ça va avancer. Et quand vous regardez la dynamique, effectivement, ne serait-ce que sur cette année, depuis le début de l'année, la scalabilité avec le nombre de qubits qui augmente et la qualité des qubits, et pas uniquement sur une seule technologie, mais plusieurs technologies, les atomes froids, les ions piégés, les supraconducteurs, il y a quand même pas mal de raisons d'optimisme. De toute façon, c'est aussi pour ça que les banques, non seulement Crédit Agricole, mais comme on le disait tout à l'heure, Goldman Sachs et d'autres, investissent, recrutent des gens, c'est pas pour rien. Hein. En fait, c'est un cas classique de théorie des jeux. Je veux dire, le changement qui peut arriver est tellement énorme qu'on ne peut pas se permettre de ne pas essayer. Je veux dire, d'ailleurs, en France, je suis vraiment, je veux dire, très étonné qu'on soit quasiment les seuls à commencer à travailler sur le sujet. Quoi. Vas-y. Oui, je voudrais dire aussi, la finance, c'est un des domaines les plus prometteurs à court, moyen et long terme, parce qu'il y a beaucoup de cas d'usage. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que des algorithmes qui peuvent aider à faire l'optimisation d'un portefeuille financier peuvent aussi aider un fournisseur d'électricité à optimiser un certain nombre de choses. Et donc, c'est forcément un pari gagnant. Bon, il n'est pas encore gagné, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, il faut y aller, ne serait-ce que parce que c'est une bonne technologie qui va permettre de combattre le réchauffement climatique, et pas parce que c'est aussi la théorie des jeux. C'est un marathon. Ceux qui espèrent à très court terme avoir des accélérations fantastiques pourraient être déçus, mais ceux qui sont dans le marathon, ils arriveront forcément à terme avec beaucoup d'avantages. Je dirais aussi, ce qui est possible, c'est que certains acteurs aient aujourd'hui déjà un avantage qualitatif, ils le gardent pour eux, pour avoir un avantage compétitif. Et donc, c'est probablement ce qui se passera. C'est-à-dire que les premiers cas d'usage gagnants dans le domaine financier, pour des raisons de compétition, il n'est pas évident que ceux qui en tireront profit voudront le partager tout de suite. Donc, il n'y a aucune hésitation à avoir. Il faut y aller. Il faut y aller, mais avoir à l'idée que c'est un marathon et que seuls ceux qui participent pourront être gagnants. Il n'y a pas que... on parle aujourd'hui de finance, mais si vous regardez les autres secteurs, ne serait-ce qu'en France, vous avez quand même beaucoup d'acteurs qui investissent dans le domaine. Hein. Enfin, EDF a déjà fait des expérimentations, Thales énormément aussi. Airbus. En dehors de la France, vous avez Eni, vous avez BMW, vous avez Roche. Donc il y a quand même beaucoup de... Et on les a rencontrés lors du hackathon dernier organisé par l'association des anciens polytechniciens Quantix. C'est des gens des entreprises qui investissent depuis quelques années déjà. Hein. BMW, par exemple, ont une cellule dédiée pour le développement d'algorithmes quantiques, pour des simulations de crash test, ce genre de choses. Et comme le disait Olivier au tout début, en fait, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Enfin, pour ceux qui ne sont pas déjà mis, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre parce qu'après, il risque d'être trop tard et en fait, ils ne pourront plus rattraper les concurrents qui sont déjà partis, tout simplement. On arrive à la fin de la table ronde. On va peut-être prendre une toute dernière question, mais toute dernière. Toute dernière. Justement, c'est avec la naissance de la finance décentralisée. Si la finance décentralisée et les blockchains couplent ça
Alors, nouvelle question sur la blockchain et le couplage blockchain quantique. Est-ce que ça ne mettrait pas les banques en défaut? En termes de quoi, de sécurité ou en termes C'est-à-dire que de... ces sociétés qui n'arrêtent pas de pulluler, parce que là ça explose un peu Ouais. partout, si elles s'emparent du quantique et qu'elles font des meilleures avancées et qu'elles vont plus vite, est-ce qu'elles ne vont pas prendre du retard sur ce que les banques sont déjà en train d'essayer de faire? C'est-à-dire qu'elles pourraient proposer des nouveaux produits que les banques ne pourraient pas proposer et par définition, c'est un risque, bien sûr, mais c'est un risque qui existe même aujourd'hui. Pourquoi, par exemple, Google, Apple, Amazon ne font pas de la banque de détail? Alors, la banque aujourd'hui est un secteur qui est extrêmement réglementé. C'est une barrière à l'entrée qui est forte. C'est une question économique, de choix, d'analyse de rentabilité. Enfin, si aujourd'hui, même avec la technologie classique, Amazon veut se lancer dans le retail et accepte justement d'être soumise, comme les autres banques classiques, à toute la réglementation qui est très, 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 très lourde, ils peuvent le faire dès maintenant. Voilà. Et puis, les banques, comme on l'a vu en fait avec la vague des fintech, en gros, ce qui se passe, c'est que les banques accompagnent finalement le développement, soit par des acquisitions, des pépites, ou par des développements internes, ou des choses comme ça. Bon, voilà. Eh bien, merci à tous les trois, Ali Alamidi, Olivier Tonneau et Alain Chancet. Merci à ceux qui étaient présents et à ceux qui nous regardaient en ligne. C'est la fin de cette table ronde.